Et bonjour à tous, bienvenue dans les yeux, l'émission qui met en avant celles et ceux qui font vivre et vibrer la Franche-Comté. Aujourd'hui, je me plonge dans l'univers d'un vidéaste et réalisateur bisontin, Alexis Amiotte. Il a récemment signé un documentaire intitulé « Je crois que j'ai une idée », un film qui interroge ce moment si mystérieux où naît la création. Alors pendant une trentaine de minutes, nous allons regarder le monde dans ses yeux, son parcours, sa curiosité et son travail à travers la vidéo et la création artistique, la musique aussi. Aujourd'hui, je me plonge dans les yeux d'Alexis Amiotte. Dans les yeux, Chloé Vernet. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors on va commencer l'histoire par le début. Quel enfant est-ce que vous étiez ? Est-ce que vous avez tout de suite été attiré par l'image ou c'est pas venu tout à fait comme ça ? Non, je suis pas arrivé directement dans l'image. J'étais plus dans l'écriture. C'est plus ça qui a amorcé, on va dire, mon penchant artistique. Je sais que j'ai écrit ma première nouvelle, j'avais une dizaine d'années. Et il y a ça qui m'a amené à l'écriture. Et il y a aussi autre chose que j'ai commencé très jeune, c'est à faire des détournements. Je me suis toujours beaucoup amusé à détourner. C'est ça qui m'a plus tard amené au montage, mais j'ai commencé très jeune à détourner des articles de journaux. Je découpais des articles de journaux, j'en prenais 1, 2, 3, et je les mélangeais pour en faire une nouvelle histoire. Pour m'amuser. Donc vous aviez beaucoup d'imagination alors. En fait, j'avais très envie de m'amuser, donc je trouvais tout un tas de moyens. En tout cas, j'avais aussi envie de m'amuser quand j'étais plongé, moi seul, dans des activités. Je prolongeais l'amusement que je pouvais avoir dehors avec les potes, et c'était dans ce genre de choses. Et quelle histoire vous avez racontée à 10 ans ? Parce que c'est très jeune pour écrire une première nouvelle. Vous vous rappelez de ça ? Oui, je m'en rappelle vaguement. Après, ce que j'ai envie d'en parler. En fait, j'ai tout de suite eu, que ça soit dans ce côté détournement ou dans les choses que j'écrivais, un côté, on va dire, assez loufoque, assez absurde. Et c'était l'histoire de 2 personnages qui étaient à la recherche d'une mine de papier toilette. Ah oui, effectivement. Ouais. Voilà, j'avais 10 ans, donc je me l'excuse largement. J'ai toujours eu ce truc de rire de tout, enfin, pas de rire de tout, c'est pas ça que je veux dire, de partir comme ça, de rien, de laisser mon imagination filer, et puis, mais toujours dans le but de m'amuser moi en premier. Donc oui, c'était ça voilà, l'objectif. que ce soit en écrivant, ce genre de truc, c'était toujours de moi m'amuser. Et donc ensuite, vous êtes venu à faire de la musique avec vos textes. Enfin, vous avez eu envie d'en faire quelque chose. Comment ça s'est passé ensuite ? Je suis venu à la musique plus tard. J'ai écouté du rap très très jeune. Je suis d'une génération tombée assez facilement dedans aussi. Et j'ai écouté du rap très jeune. Je pense autour de 10 ans, j'ai dû commencer à en écouter. Ma plus grande, ma sœur, enfin une de mes sœurs, celle qui est juste au-dessus de moi, en écoutait. J'en entendais dans sa chambre. J'entendais par exemple les Fujis, ce genre de choses. C'était cette époque-là, NTM aussi. Et j'ai commencé à en écouter. Et j'ai commencé, avant d'écrire des textes, j'ai commencé à faire des instrumentales. J'ai commencé avec la console. J'avais trouvé un jeu qui s'apparentait vraiment à un logiciel parce qu'on pouvait vraiment composer des mélodies, etc. Donc c'était les prémices de ce que j'ai pu faire plus tard sur la MPC ou Cubase plus tard. Donc j'ai commencé par passer des heures et des heures comme ça à produire des instrus. Et j'ai commencé à écrire plus tard, je pense autour de peut-être 16-17, des textes vraiment de rap. Et qu'est-ce qui vous a amené aussi alors vers la vidéo ? Ce qui m'a amené vers la vidéo, alors j'ai fait un peu de clips autour de ma musique. Et il y a vraiment quelque chose qui est très cousin entre la musique et la vidéo, c'est le montage, la table de montage qui ressemble vraiment à ce qu'on peut faire en musique quand on fait des arrangements. Et donc j'étais assez à l'aise là-dessus, mais au début c'était comme ça, juste pour faire des clips de temps en temps. Et puis ce qui m'a vraiment amené à la vidéo, c'est à un moment donné où j'étais entre deux tafs, on va dire, j'avais arrêté un travail et je m'étais remis à faire de l'intérim et c'était, je me rappelle de plusieurs fois où par exemple j'avais fait de l'intérim dans une boîte qui fait
des luminaires pour Noël qui font des grands gabarits. Et je me rappelle une fois être tout seul dans l'entrepôt, comme ça, balader des grands gabarits de 6-7 mètres, et vraiment me dire, je sais pas du tout ce que je fais là, mais ça faisait que 10 minutes que j'étais là, et il fallait faire toute la journée. Enfin bref, il y en a qui font ça toute leur vie, donc c'est pas pour me plaindre que je dis ça, c'est pour dire qu'à un moment donné... C'était pas votre place à ce moment-là, quoi. Je me suis dit juste, faut se prendre en main, faut essayer de faire un truc que j'aime, quoi. Coup du sort, dans un autre taf qui a suivi, je me suis pété un doigt, et du coup, j'ai dû j'ai tout d'un coup eu un peu plus de temps devant moi parce que je pouvais pas enchaîner avec un taf direct, c'était que des tafs manuels. Et j'étais déjà un petit peu, on va dire, en stage chez Bertrand, avec qui je travaille maintenant. Et d'un coup, j'avais beaucoup de temps, donc j'ai passé tout mon temps chez lui et à l'accompagner en tournage aussi, ou chez lui quand il était en montage. Et puis, j'ai davantage encore pris goût à ça en le pratiquant. Moi, j'aime bien expérimenter, et c'est là qu'on voit vraiment si quelque chose se révèle ou pas. Et ça, moi, je me suis vraiment plu là-dedans, et j'ai pas arrêté en fait depuis ce moment-là. Ce que je m'étais dit à ce moment-là, c'est genre, je veux pas repartir dans les études. J'avais déjà stoppé les études, travaillé, repris les études. J'avais fait des études dans le son, puis retravaillé. Je me suis dit, j'ai pas envie de retourner à faire des études, ça y est. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'enchaîner des stages comme ça, à droite à gauche. Et puis, à un moment donné, je vais peut-être trouver une boîte. Et en fait, je me suis arrêté à la première, celle de Bertrand. Et je suis resté un moment comme ça, son stagiaire. Puis ensuite, on s'est associés. Et voilà. On ça parlait fait 10 ans. De votre entreprise. Qu'est-ce qui a fait que ça a été un petit peu compliqué au départ, votre parcours, pour revenir sur vos études, votre parcours scolaire? Donc vous m'avez dit que vous avez fait des études dans le son, donc vous étiez quand même parti dans l'idée d'aller dans le milieu artistique, dans l'univers de la musique? Ça, c'était plus pour le côté technicien. Mais en fait, Okay. c'est encore un autre moment de ma vie où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Et là, qu'est-ce qui s'est... J'ai un Ça vous parcours plaisait un petit... Non, c'est que j'ai eu un parcours un peu scolaire en pointillé, passer le bac, on va dire. J'ai commencé par faire de l'art appliqué. Et puis j'ai stoppé à un moment donné parce que j'ai voulu faire un truc en alternance et je trouvais pas ici. Enfin bref, c'était un peu un cafouillage. Je suis parti à la fac, j'ai fait psycho. Et encore. Effectivement, vous avez Ouais, non mais en plus au touché départ, un peu à tout. je me suis inscrit sur une autre filière et puis au dernier moment, je me dis oh tiens non, je vais faire psycho. Et au départ, juste pour toucher la bourse en fait. Ouais. Je dis voilà, j'ai au moins touché la bourse et puis donc j'ai commencé à aller en cours et en fait ça me plaît. Donc la première année, je la fais tranquille, facilement. Et puis finalement, je vais jusqu'à la licence. Puis passer la licence, je me dis mais en fait je vais pas travailler là-dedans, je me suis pas, en fait je faisais le touriste, en fait c'était n'importe quoi. Mais bon, c'est de l'enrichissement personnel, hein. Je regrette en aucun cas. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous regrettez d'avoir tout ce moment un peu de tâtonnement? Non, de toute façon, je sais plus, quelqu'un qui disait ça il y a pas très longtemps dans une interview, en fait ça serait bête de regretter tout ce qu'on a fait avant, même si on a la sensation d'avoir perdu du temps, parce que c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui on en est là, c'est des expériences et voilà, moi c'est mon parcours à moi. Donc peut-être je pourrais me dire j'aurais pu faire si là je prends cette actualité sur ce premier film, j'aurais pu faire mon premier film peut-être il y a 15 ans ou j'en sais rien, on peut se dire un tas de trucs comme ça. Mais en fait non, moi j'ai pas de problème avec ça, en tout cas là quand j'y pense ça me dérange pas. Et donc ces passages au niveau des études à droite à gauche, c'était des bons moments déjà. Quand j'étais en art appliqué, j'ai beaucoup aimé, psycho j'ai beaucoup aimé. Et puis à un moment donné j'arrête ça et je dois faire un petit peu d'intérim déjà à ce moment-là. Puis je me dis là faut faire un truc qui te plaît. Ça fait longtemps que je faisais de la musique depuis très longtemps. Et puis par la force des choses et parce que je suis assez curieux, je m'étais mis sur tous les logiciels, etc. Donc j'avais de l'avance, on va dire, sur ça. Donc quand je suis parti en formation, j'avais quand même des bases déjà assez solides. J'ai fait cette formation, j'ai commencé à travailler. Et ensuite, c'est parce que j'ai 2-3 petits soucis de santé, on va dire, qui m'ont forcé à changer de travail à ce moment-là. Et du coup, c'est comme ça que je suis reparti en intérim, puis que je me suis réinterrogé en me disant bouge-toi le cul, fais quelque chose qui te plaît, parce qu'il faut avancer à un moment donné, il faut faire des trucs, quoi. Et là, je suis reparti dans la vidéo. Bon, comme quoi, c'est plutôt rassurant. On peut mettre un peu de temps, chercher, tâtonner, tester plusieurs métiers. Ah oui, mais bon, voilà, on peut finir par... J'ai pas dit tout ce que j'avais fait en plus, hein. J'ai sauté des étapes. Oui, il y en a encore. Après, je suis pas là pour tout raconter, mais ce que je veux dire, c'est que et peut-être que plus tard, je ferai encore autre chose. Oui, c'est pas figé. Ouais, il n'y a pas de raison à ce que ça soit figé.
Donc aujourd'hui, effectivement, vous travaillez donc avec Bertrand Vincent, qui est aussi un réalisateur bisontin. Tout à fait. Votre Qui a entreprise... déjà des documentaires à son actif. Oui, tout à fait. Dont un sur le vin, un autre sur l'absinthe. Il aime bien, il aime bien la boisson, Bertrand. On va pas dire du mal de lui, il est pas là. Mais, non, et en plus, les absents ont toujours tort. Et en plus, il continue. Il travaille sur un deuxième volet autour de l'absinthe. Autour de l'absinthe. Ouais. On suivra ça. Donc votre entreprise, c'est ABZ Prod, une agence donc audiovisuelle à Besançon spécialisée dans la création de vidéos. Alors concrètement, en quoi consiste votre travail? Est-ce que vous pouvez me donner une journée type ou c'est compliqué? Une journée type, ça va être compliqué parce qu'elle se ressemble pas forcément. Ce matin, j'étais en montage sur un nouveau documentaire. Demain, je serai en tournage également pour ce doc. On peut faire parfois des choses un petit peu plus classiques. C'est le côté plus vidéaste, institutionnel. On peut faire des vidéos qui soient la vitrine d'une boîte. Après, on essaye et ça depuis un bon moment déjà, d'avoir quand même cette approche documentaire. C'est-à-dire dans notre façon de filmer, dans le rythme qu'on va donner, on essaie d'avoir quand même quelque chose qui respire, qui prend le temps, qui laisse, qui donne aussi un peu une dimension humaine. On n'est pas là que pour vanter un service, enfin vendre un service. Ou là, je me mets par rapport aux entreprises, je dis, on n'est pas là que pour faire leur vitrine comme ça. Ouais, mais c'est voilà, on met en avant le côté humain. Je pense quand on fait ce genre de trucs, on fait aussi. Dans 2 semaines, on a une captation pour du théâtre. C'est vraiment très varié ce qu'on fait. Oui, donc vous pouvez filmer à la fois des artistes, des comédiens, aller dans les entreprises. Donc c'est effectivement, ça dépend de la demande. Oui, tout à fait. Ouais, ça dépend de la demande. Après, il y a des projets qu'on va nous essayer d'impulser aussi. Ça, c'est plus quand on fait vraiment des films, des docs. Et puis, sinon, on nous contacte, on a besoin de ça. Après, on apporte nous notre conseil parce que il y a souvent une envie de mettre en avant quelque chose. Et puis nous, on va dire on peut peut-être proposer cet axe-là. Ah, vous avez peut-être pas pensé non plus, voilà. Et on amène comme ça notre expertise, on va dire. Bon, modestement, gentiment, je dis ça, mais on amène notre vision, quoi. Et comment vous voyez l'arrivée de l'intelligence artificielle dans votre métier, étant donné que maintenant on peut créer des photos et des vidéos très facilement? Comment je vois ça? Faudra encore que j'y réfléchisse un petit moment. Si c'est vraiment juste appliqué à mon travail, moi je vois ça comme un outil et je l'utilise. Ça peut m'arriver de l'utiliser. J'en joue pas mal dans le film. Je crois que j'ai une idée. Moi je vois ça juste comme un outil. Pas d'une manière négative en tout cas. Si on parle appliqué vraiment à mon domaine à moi, non. Non, dans mon domaine à moi, non. J'ai pas trop de raison de le voir de manière négative parce que peut-être il y a certains métiers qui sont, on va dire, plus en danger entre guillemets, du côté peut-être du graphisme, ce genre de choses. Mais je pense vraiment qu'au niveau de la vidéo, il y a vraiment un apport de l'humain qui va être dur ça va être dur d'éviter de mettre quelqu'un derrière une caméra. Après tout dépend de ce qu'on fait. Si c'est pour vendre un produit, oui, on peut très bien le faire. Mais si on va sur le côté plus justement cette approche documentaire, qu'elle soit appliquée à des vidéos institutionnelles ou qu'elle soit vraiment appliquée à des vidéos, à des films de cinéma, la sensibilité, la musicalité d'un montage, il y a une sensibilité. La sensibilité, c'est justement le propre. Il y a un discours là-dedans, voilà. Donc. Ça se remplace pas par une machine. Ouais, en tout cas peut-être pas. Peut-être on pourra une fois me montrer quelque chose et En fait, le jour où j'aurai des émotions face à quelque chose fait par l'IA, pourquoi pas, je verrai bien. Mais dans tous les cas, on en est qu'au début. Donc je pense si on en reparle rien que dans 6 mois, j'aurai peut-être changé d'avis. Bon, à voir comment tout ça évolue alors. On va marquer une pause musicale. Alexis, un titre que vous avez choisi. On écoute Mauvais pour le business du rappeur Flint sur RCF. Yeah. Alors, comment dire, ça va,
ça aurait pu être pire. Comme si j'étais jamais sorti de la cave. Comme si j'avais jamais su écrire, parce que pour moi ça reste la base. Si je rappelle des trucs plus simples, j'aurais peut-être un Q5 Sportback. Bah ouais. Je vois qu'ils mettent le paquet. Les frérots deviennent des pro Black Friday. D'accord. Après tout, y a pas de loi qui dit qu'on n'a pas le droit de faire du bif en s'affichant. Alors, check l'odeur fétide de leurs gros morceaux. Overrated comme un color show. Wow. Je sais pas me faire des amis. En plus, Colombo, c'est le samedi. J'ai rencontré ma femme place de la Bastille. Ça a révolutionné ma vie. Et les jours passent comme les trimestres. Déconnecté, c'est mauvais pour le business. Parce que le rap c'est une musique de jeunes, faite par des jeunes pour les jeunes. Les anciens sont plus dans le coup, à quelques exceptions près. Ils ont plus le son et plus la forme, plus de fond, plus de forme et plus de fond. On les écoute, on se bidonne. Le ce n'est pas du taf, mais c'est pas les old-timers qui lui donnent. D'ailleurs ceux qui se maintiennent encore au niveau, y'en a pas pléthore. Déjà qu'à leur époque, la plupart n'étaient pas très forts. Le public rap veut du brand new. 2020 c'est déjà à l'ancienne. On te calcule pas si t'es pas dans le game. Dur de faire le soif dans les clips. À un certain âge, quand t'as plus le temps, quand t'as plus d'équipe, y'a des carrières longues et des carrières courtes comme dans le foot. Y'a une nouvelle génération tous les jours comme dans le foot. Et les jours passent comme les trimestres. Vieillir, c'est mauvais pour le business. Who's next? On te pleure pas, on te remplace. Je ne dissocie pas l'œuvre de l'artiste. Je ne dissocie pas l'artiste de l'homme. Y'a plus R. Kelly dans ma playlist. Dans le doute, je devrais plus écouter personne. Déjà que j'avais pas beaucoup de choix. Parce que j'écoute pas ceux qui sont moins forts que moi. Tu diras que je parle beaucoup alors que j'ai aucun trophée. Et que c'est pas maintenant que je vais en décrocher un. 99 mecs sur 100 auraient raccroché. J'ai dit que j'étais le meilleur mais je gagne jamais rien. Palmarès vierge comme Dimitri. Je suis pas fait pour les strass et l'exposition. Mon label c'est un petit boui-boui. Il sort des disques, je sors les poubelles. Il se donne en spectacle, je donne à peine quelques nouvelles. Lyriciste c'est pas une vie, tu tiendrais pas une nuit. Alors ouais j'écris des jolis petits textes, mais je suis mauvais pour le business. Et les jours passent comme les trimestres. Dans les yeux, Chloé Vernet. Et nous sommes de retour dans votre émission Dans les yeux. Je suis dans ceux d'un vidéaste réalisateur bisontin, Alexis Amiotte. Je viens d'apprendre que ça se prononce Alexis. Tout à fait. C'est vrai que c'est original. Moi, personnellement, j'ai même pas pensé à vous poser la question de la prononciation. Pour moi, c'était évident que c'était Alexis. Ça doit arriver tout le temps. Ça arrive tout le temps, oui. Donc voilà, notez-le bien. Preuve. Alexis Amiotte. Alors, on vient d'écouter le titre Mauvais pour le business de Flint. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Eh ben, quand tu m'as demandé, on s'est vous voyez, on s'est tutoyé depuis le début. Je sais pas. Alors moi je vous vois. Ok, d'accord. Vous faites comme vous voulez. Je peux dire vous. Alors Chloé, quand vous m'avez contacté et que vous m'avez parlé de l'émission et vous m'avez proposé de choisir une chanson, sur le moment aucune idée, parce que forcément on se dit il faut choisir une chanson, il faut vraiment que je trouve la chanson. Pas évident. Hein. Ouais, pas évident. Et puis finalement je me suis dit qu'est-ce que j'écoutais là dernièrement. Et puis j'ai pensé à l'album de Flint, et puis celle-là, je l'ai écoutée quelques fois, et je me suis dit, je vais choisir celle-là. Et puis je me reconnais dans plusieurs choses qu'il dit dans ce morceau. Je me suis dit, voilà, je vais prendre celle-là. Et elle est très bien. Et puis c'est costaud, quoi. C'est du vrai rap, c'est du bon rap, j'aime bien. Vous continuez, vous, de rapper ? Moi, je rappe, oui. Donc vous avez la double casquette toujours, quoi. Vidéaste, réalisateur et artiste, rappeur. Ouais, exactement, on va dire ça. Après, j'ai pas forcément comment dire, je cherche pas à vivre de ma musique, même si j'essaye de me produire, j'essaye de continuer à faire des albums, enfin des projets dans tous les cas, qu'ils soient courts ou longs.
et dans tous les cas, la musique, ça me lâche pas. Donc, je continue. Peut-être qu'à un moment, plusieurs fois, je me suis dit, faut que j'arrête. Pas faut que j'arrête, mais j'ai envie peut-être d'écrire sur d'autres, d'une autre manière, pas forcément des chansons. Je pense des fois à faire d'autres trucs, mais il y a toujours l'envie de faire des chansons pour l'instant. Donc, oui, je continue et je produis et je vais encore sortir des choses dans peu de temps. Donc, oui. La musique, ça fait des années et je crois que j'en ai encore pour... C'est une passion qui ne vous lâche pas. Le nom d'artiste, c'est quoi ? C'est S2E. Voilà. S, 1, 2, 1 E. Pour aller écouter et découvrir votre travail. Pour revenir sur le projet de ce film documentaire, votre premier, je crois que j'ai une idée, c'est le titre. Ouais. Alors comment cette idée est née dans votre tête à vous ? Alors, il y a au tout départ l'envie d'aller faire des portraits d'artistes. Ça, c'est vraiment le truc de départ pour aller leur parler de création artistique. Et vraiment, vraiment, le prémisse, c'est essayer d'aller capter un moment de création et de leur demander aussi comment ils traversent ce moment. Et puis ensuite, le projet a un peu évolué. C'était plus de faire simplement des portraits, mais de faire un long métrage. Et c'est comme ça que vraiment le côté film... est apparu, parce qu'au départ ça devait être des petites pastilles de 2 minutes, 3 minutes, ça me toujours avec cette envie d'avoir un ton documentaire, mais on était sur un format court. Et puis au niveau de la substance de ce que le film raconte, donc il y avait l'envie d'aller leur demander comment ils traversaient cette création artistique, leur demander à la fois de nous parler de ces moments magiques, quand ça se passe... quand il y a quelque chose qui jaillit comme ça et qu'on se jette soit sur la feuille, soit sur son instrument, sur sa toile, peu importe... le moyen, et nous demander aussi comment ça se passe quand ça va pas, quand on essaie, on n'arrive pas, il faut recommencer. Et moi j'avais eu cette réflexion déjà moi de mon côté, parce que forcément quand on écrit, quand on fait de la musique, on a toujours des passages où c'est pas du tout comme on veut, c'est très frustrant. Donc on a l'envie, on a quelque chose qui doit sortir, mais on le sort pas. Et donc, ça peut rendre zinzin. Et donc, moi, j'ai déjà cette réflexion à me dire, mais pourquoi je fais ça, en fait ? Est-ce que ça m'amène plus de mauvaises choses que de bonnes, au final ? Et pour aller plus loin dans cette réflexion, je m'étais déjà dit, si moi je ressens ça, je ne dois pas être le seul. Et j'ai l'impression que des fois, il y a un côté un peu sacrificiel chez les artistes à toujours aller comme ça, aller chercher au fond de soi pour offrir quelque chose aux autres. Parce qu'il y a ce côté-là. Moi, en tout cas, quand je vais regarder un film, écouter une chanson, etc., il y a toujours ça nous procure des émotions, ça nous fait voyager, ça nous fait réfléchir. Donc, les artistes offrent toujours quand même quelque chose à ceux qui sont en face, quoi. Et donc voilà, avec toutes ces réflexions, je me disais, mais est-ce que je suis le seul à avoir ces réflexions, ou est-ce que c'est pareil chez d'autres ? Donc il y a ces questions-là que je leur ai posées. Il y a aussi comment est-ce que de manière philosophique, entre guillemets, ils voient leur façon de produire. Est-ce qu'ils cherchent l'authenticité à tout prix ? Qu'est-ce que c'est pour l'authenticité ? Donc, et est-ce qu'ils se relèvent en pleine nuit aussi, parce que c'est un peu l'image le cliché qu'on a de l'artiste, ça, qui se lève la nuit pour écrire. Ça rejoignait plus la première idée, je le dis un peu comme ça me vient là. Mais voilà, il y a toutes ces choses qui sont autour de la création artistique, et je voulais savoir comment ça se passe dans leur tête. Ouais. Et comment vous avez choisi alors les artistes qui interviennent dans votre film ? Ça n'a pas été le même chemin dans le choix pour tous les artistes. Par exemple, je pense à Philippe Jacot. Ça faisait un petit moment que j'entendais son nom, que je connaissais un petit peu son travail. C'est lui, il est compositeur de musique et de musique de film depuis un petit moment. Et je me suis dit, j'aimerais bien aller le rencontrer. Et moi, j'ai une passion pour la musique de film qui vient là de mon côté musicien à moi. Quand on fait des instrus en rap, on va chercher des petits échantillons à droite à gauche, et j'ai toujours pioché dans la musique de film. Et même je veux dire, au niveau ciné, ça donne toujours quand même l'âme du film. Donc j'ai toujours eu une sensibilité pour ça, notamment depuis après avoir découvert les westerns
de Sergio Leone avec les musiques d'Ennio Morricone. Ça m'avait vraiment marqué, c'était une première étape là-dedans. Donc Philippe Jacot pour ça. Jade Rema qui se produisait avant sous le nom de Echo. Elle, j'avais déjà entendu parler d'elle parce qu'elle avait fait The Voice, voilà, mais autant j'avais entendu parler, autant j'avais rien entendu d'elle à ce moment-là, et juste je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'elle fait encore de la musique, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle, je suis allé écouter, et en fait, ça m'a, là, je parlais d'émotions tout à l'heure, j'ai vraiment ressenti des émotions fortes à l'écoute de sa musique, ça m'a vraiment touché, donc je me suis dit, je vais essayer de la contacter. Pour continuer d'énumérer les artistes, pour Caroline Pajot, elle, c'était plus facile parce que je la connaissais personnellement, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisie, c'est parce que j'aime beaucoup son travail. Et donc elle a une particularité, c'est qu'elle est illustratrice, et graphiste aussi, mais là elle parle davantage de son côté, on va dire, illustratrice. Et, elle travaille au crayon de couleur, mais elle ne travaille que au crayon de couleur. Elle va passer 7 heures sur un dessin comme ça, à s'épuiser, à avoir mal au bras, mal au poignet, mal partout. Et bon, ce qu'elle fait, c'est très... il y a beaucoup de sensibilité dans ce qu'elle fait, c'est pareil, ça me parle. En fait, c'est que... Il faut que ça vous touche, quoi. Ah oui, Voilà, de toute façon, c'est le principal. Ça va pas être intéressant parce qu'on a eu des échanges assez longs. Pour Guilherme, c'est pareil, c'est ce qui faisait à la fois m'intéresser et m'intriguer. Et lui, il a un rapport à l'art qui est lié aux arts martiaux. Et donc, c'était aussi intéressant d'aller parler de ça avec lui. Pour Juliette Moutot, qui est metteuse en scène, elle... c'est parti d'une discussion avec Bertrand où il me disait ça serait bien qu'on aille aussi du côté théâtre, et donc pourquoi pas, et puis on nous a parlé de plusieurs personnes, et puis Juliette, on a eu envie de la rencontrer du coup, et donc elle je connaissais moins, et donc c'était encore différent. Là c'était une rencontre où vraiment c'était une discussion sans antériorité, on va dire, par rapport aux autres. Et pour la dernière, pour Agathe, c'était encore différent parce que c'est donc la 6e artiste qui est dans le film, mais elle joue des scènes que j'ai écrites. Parce que au moment, elle est comédienne. Elle est comédienne, ouais, exactement. Parce qu'elle écrit aussi. Et au moment de se dire on fait un long métrage, je me suis dit j'ai envie d'ajouter une touche humoristique, une touche absurde. Là, on revient à l'enfance, là. Ouais, exactement. Et donc j'ai écrit des scènes, et puis je me dis mais qui va les jouer, et j'ai repensé à Agathe que j'avais côtoyée lors de l'année où j'ai fait du théâtre il y a un petit moment. Et je trouvais qu'elle avait quelque chose de comique incroyable, et quand j'ai pensé à elle, je me dis mais oui, il faut absolument que ça soit elle. Et du coup je l'ai contactée, elle a accepté, elle est venue, et voilà, on a tourné toutes ces scènes. C'était assez fou de voir... elle arrivait, elle connaissait tous les textes, et voir le texte prendre vie, c'était... Donc là, c'était un peu le truc de création artistique à l'intérieur de mon processus à moi. Ouais. Et donc c'était vraiment un beau moment. Oui, c'était un aboutissement quelque part. Enfin, en tout cas, vos textes prenaient vie avec cette comédienne. Alors voilà pour les 6 artistes donc, qui sont présents dans ce film. Je crois que j'ai une idée. Et alors, quels sont les projets à venir ? Vous m'avez dit tout à l'heure, là, on tourne un autre documentaire. Ouais. Donc, côté ciné, le projet qui est sur le feu, c'est un documentaire qu'on fait. Donc, on est dessus depuis le mois de mars déjà. Donc, on arrive déjà à la fin de ce projet, puisque la première diffusion sera le 4 décembre, ça sera à Vesoul. Et donc, c'est un film qu'on fait avec 4 jeunes. 4 jeunes qui ont de 13 à 16 ans, qui sont au foyer Bourdeau à Vesoul. Et donc la porte d'entrée, on va dire, de ce documentaire, c'est qu'ils font un atelier artistique. Donc là, ça va rejoindre notre propos. Oui, j'allais vous demander, vous vous éloignez de la musique, mais non, en fait, vous trouvez toujours des ponts. Non, pas tant que ça. Et en fait, donc ils font cet atelier artistique, c'est un atelier d'écriture. Donc ils produisent des textes sur des thèmes libres, qu'ils mettent ensuite en musique, ou qui prennent aussi la forme de podcast selon les jeunes. Ils sont 4 donc. Et donc ça, c'est la porte d'entrée, c'est ce qui nous a permis d'aller les rencontrer et de commencer à filmer. Donc on a commencé à filmer cet atelier,
Et puis, il y a, au cours de l'atelier, il y a un moment où ils sont partis 3 jours on va dire en séminaire pour finir ces chansons. Et donc là, on est parti avec eux. Donc en fait, on a aussi passé beaucoup de temps avec eux. Donc ça donnait lieu à des discussions. Donc ce documentaire, ça va être à la fois tout ce cheminement dans la production de leurs chansons, de leurs podcasts, et aussi tout ce qu'ils nous ont confié, c'est leur témoignage aussi. C'est vraiment l'envie de leur donner la parole. C'est vraiment le socle du film, leur donner la parole, parce que c'est aussi des jeunes qui sont plutôt invisibilisés et qui peuvent être victimes de préjugés, de ce genre de choses. Et donc après ce film, ça sera plus possible. Et ils arrivent à se confier, il faut réussir à oublier la caméra. C'est justement en passant du temps avec eux que vous arrivez à aller plus dans l'intimité. Il y a le fait de passer du temps, mais il y a aussi le fait, je pense qu'ils ont senti, ça c'est pareil pour tout le monde, dès qu'il y a une caméra, forcément, ça met une barrière, ça peut en tout cas ça peut intimider. Et ça nous arrive toujours, hein. Encore il y a 2 semaines, quand on était en train de filmer quelqu'un qui présentait sa boîte, une fois qu'il y a la caméra, il n'arrive pas à nous dire ce qu'il disait juste avant. Donc ce phénomène, c'est vrai qu'il est assez commun chez tout le monde. Et je pense que ce qui a fait qu'ils se sont confiés, c'est qu'ils ont senti que la démarche était sincère, qu'il y a une confiance qui s'est installée, et parce qu'ils savent aussi qu'ils verront le film avant les autres. Et du coup, ça les a rassurés, en fait. Ouais, peut-être aussi. Et puis parce que peut-être que avoir la parole, ça les intéressait aussi. Ce film, moi, j'ai le sentiment qu'on l'a quand même pas mal fait avec eux, parce que ça s'est fait vraiment parfois d'un travail commun. On les a fait participer à certaines choses, toujours en leur demandant s'ils sont partants. Parce que donc il y a ces ateliers qui sont la base du film, et ensuite il y a tout ce qu'on a imaginé autour, justement, pour leur permettre de donner à voir de leur réalité. Il a un nom déjà, ce film ? Il a un nom qui est normalement officiel, mais qui n'est pas sûr, mais je vais quand même le dire. Allez-y. C'est Des Cassos, comme vous dites. Des Cassos, comme vous dites ? Ouais. Ah oui, vous jouez, ça va sur les préjugés qu'on a, du coup. Parce qu'il y a une des jeunes qui à un moment a dit ça. Ok, ça vous a marqué ? Ouais, ça m'a marqué, et puis je trouvais que ça résume tout. Des Cassos, c'est ce qui peut leur peser. Des fois, on leur dit des trucs complètement incroyables, hein. Ils ont déjà des parcours qui peuvent être difficiles, et ils doivent encore en plus faire face à ce genre de trucs. Donc je trouvais que... Et puis voilà, comme vous dites, ça met en face de ses responsabilités, je trouve. J'imagine que ça sera un très beau film. Première diffusion donc le 4 décembre à Vesoul. On arrive à la fin de cette émission, Alexis. Et j'ai une dernière question, ça passe toujours trop vite, il faudrait des heures d'émission. Si vous deviez définir votre regard, votre manière de voir le monde, comment on voit le monde dans vos yeux, Alexis ? C'est marrant parce que j'ai fait un titre qui s'appelle Lunettes. Et l'introduction du titre, c'est que en fait le monde est le même pour tous. La seule chose qui change, c'est nos lunettes. C'est la façon dont on le voit. Et comment ça, à travers mes lunettes à moi ? Comment est-ce que je vois le monde ? C'est vraiment la question. Ouais, c'est ça. Comment vous le voyez à travers vos lunettes, effectivement ? Moi, j'essaye, je sais pas, c'est dur à dire. J'essaye d'être lucide à ma façon. J'essaye aussi de m'en amuser. J'essaye de, je sais pas moi, de prendre les rayons de soleil que je peux attraper, et puis et en même temps d'être réaliste. Peut-être c'est ça. Je sais pas. Bon, ça fera une belle conclusion. Alexis Amiotte, je rappelle donc que vous êtes vidéaste, réalisateur, artiste aussi bisontin. J'essaye. Et voilà, vous avez donc sorti un premier film, je crois que j'ai une idée. Il y en a un deuxième qui arrive tout bientôt. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.